renforcement de la mission de prévention des difficultés, élargissement du champ des contrôles de cohérence, de vraisemblance et de concordance, élaboration d'un compte-rendu de mission. Au cours de ces toutes dernières années, l'action spécifique menée par les centres de gestion agréés n'a cessé de s'enrichir de nouvelles missions. L'instruction fiscale du 3 mars 2011 précise les modalités d'application de ces dernières. Pour y voir plus clair, Gérard Magard va poser des questions à ces deux interlocutrices, aux représentants du bureau GF2B, des questions pratiques collectées sur le terrain auprès des centres de gestion et des questions qui sont celles que vous vous posez sur ces nouvelles missions, les contraintes qu'elles apportent, les atouts aussi liés à ces nouvelles missions qui, dans un sens, pérennisent aussi la mission des CGA. Donc je laisse la parole à Gérard qui va se débrouiller comme un grand et vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions à l'issue des débats. On va essayer, merci. Donc en fait, la première question, c'est une question qui taraude tous les centres, c'est la modification d'une jurisprudence non écrite concernant la réduction du délai de reprise. En effet, jusqu'à présent, Madame Angas avait toujours dit, pour les SARL, EARL, SLR, EIRL, ben on peut, à la limite, comme il n'y a rien d'écrit officiellement, on peut adhérer jusqu'au dernier jour de l'exercice. En fait, après, il y a un courrier de M. Vallès du 13 septembre qui définit maintenant la position de la Direction générale des impôts. Il convient d'avoir été adhérent toute l'année, avec toutefois une mesure de tolérance pour 2010, pour les sociétés IS. Elles pourront bénéficier de la réduction de délai de reprise si leur adhésion est intervenue le 30 septembre 2010. Cette position pose un problème. Compte tenu de sa sortie tardive, septembre 2011, les CGA sont confrontés de façon récurrente à des questions et au mécontentement des cabinets d'expertise comptable et des adhérents concernant des règles d'adhésion à un OGA devenu complexe et même rétroactif fiscalement. En conséquence, nous souhaiterions que cette mesure de tolérance puisse s'appliquer pour les années 2010 et 2011 aux SARL, EARL, SLARL, qui remplissent les autres conditions si leur adhésion est intervenue avant que les CGA aient connaissance de cette position et à toutes les entreprises individuelles qui ont adhéré dans les 5 mois. Enfin, que le texte de l'article 37L de l'annexe 2 du CGI soit modifié de façon à unifier le délai d'adhésion pour bénéficier de l'ensemble des avantages fiscaux, puisqu'aujourd'hui, on peut adhérer jusqu'au mois de mai, pour ne pas avoir la majoration de 25%, mais pour avoir bénéficié de la réduction de délai de reprise, il faut adhérer au 1er janvier. Alors, par ailleurs, nous aurons des questions précises en ce qui concerne des cas particuliers à ce sujet. Bien. Madame Sarai. Alors, pour répondre, d'abord, je dirais qu'il y a deux questions dans votre question. Enfin, il y a deux périodes. Il y a la période où, effectivement, il y aura un décret qui va être pris et la période antérieure. Alors, s'agissant du décret pour harmoniser à la fois le délai de reprise à la non-majoration de l'impôt sur le revenu, le décret est à l'heure actuelle en cours d'examen par le Conseil d'État et normalement, on espère qu'il soit publié en début d'année 2012. Donc pour l'avenir, je dirais que ça sera réglé et qu'il y aura parallélisme des formes entre le délai de reprise, la réduction du délai de reprise et la non-majoration. En ce qui concerne la période antérieure, où là, effectivement, il y a un flou qui est beaucoup plus important. Donc, déjà, lorsque nous avions eu le congrès de l'Empressega à Dax, vous aviez fait remonter vos directeurs avaient fait remonter des difficultés par rapport à le courrier que Jean-Marc Vallès vous avait envoyé, que l'on assume complètement. Et j'avais dit à l'époque que nous avions saisi notre bureau juridique, étant donné qu'il y avait une incertitude. Comment peut-on dire à un moment donné blanc? Comment peut-on dire un an après noir? Donc c'est qu'il y a un véritable sujet et que ce sujet, on n'était peut-être pas à même, nous, au bureau GF2B, de le régler. Donc l'expertise a été demandée au mois d'octobre, c'était fin septembre, elle a été demandée au bureau juridique et pour tout vous dire, c'est une expertise qui a duré longtemps parce que pour elle, le sujet n'était pas facile à régler. Ce qui justifie ou nous excuse un petit peu par rapport à nos atermoiements. Donc à l'heure actuelle, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, mais sachez que nous avons eu le résultat de l'expertise et qu'il va véritablement dans une sécurité juridique.
Toutefois, nous devons l'expertise, nous devons encore l'étudier avec le bureau de contrôle fiscal, étant donné que si vous vous interrogez sur le sujet, croyez bien que de notre côté, chez nous, au niveau du contrôle fiscal, on s'interroge également. C'est-à-dire que vos questions, nous les avons également au niveau de nos propres services. Donc de ce fait, au regard de l'expertise qui nous a été transmise, nous allons travailler avec CF et ça va être très rapide puisque de toute façon ça concerne le début de l'année 2000, enfin la situation et tout ce qui pourrait être engagé comme vérification au titre de l'année 2012. Donc d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mois de décembre, et on est quasiment au début du mois de décembre, vous aurez une réponse et vous l'aurez en même temps que les services vérificateurs l'auront. C'est-à-dire qu'il y aura une réponse qui sera pas commune puisque eux vont avoir une note et vous allez avoir une information. Mais vous allez la voir et elle va régler absolument, enfin vous allez voir tous vos soucis, si je peux le dire. Merci, donc nous attendons, c'est le cadeau de Noël de Bercy. Mais espérons que la route sera bien garnie. Voilà. Alors, deuxième question, justement par rapport à l'application de ces textes. C'est le cas d'une adhésion à un OGA suite au décès de l'adhérent. La documentation administrative indique qu'en cas de décès de l'exploitant et de reprise de l'activité par les héritiers, l'adhésion du nouvel exploitant produit ses effets immédiatement lorsqu'elle intervient dans les 6 mois du décès ou avant la date limite de la première déclaration se rapportant à l'activité du successeur. Question, dans ce cas, la règle énoncée ci-dessus par l'administration s'applique-t-elle également ou bien l'administration admet-elle une exception compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve le nouvel adhérent, parce qu'il ne pouvait pas prévoir qu'il y avait des décès du prédécesseur. Et remarque, si la règle avoir été adhérent pendant toute la durée de l'exercice comptable devait s'appliquer, celle-ci apparaîtrait très injuste, puisqu'il n'est pas concevable de penser que le successeur ou l'indivision successorale se devait d'anticiper la disparition d'une personne proche adhérente d'un OGA. Bon, ben, je dirais que ma réponse précédente répond un petit peu à celle-là, puisque de toute façon, je vous dis, pour éviter une insécurité juridique jusqu'à ce que le décret ne sorte, vous verrez que ça sera quand même très favorable, c'est légitime, c'est pas favorable, ça sera légitime. À partir du moment où il y aura le décret, il y aura parallélisme des formes. Voilà. Parfait. Alors, je pense que la question suivante, ce sera la même réponse, mais je vous la pose quand même. Cas de l'adhésion à un OGA d'un entrepreneur individuel ou d'une société ayant créé récemment son entreprise. Les créateurs ou repreneurs d'entreprise n'ont pas systématiquement la connaissance de l'existence des OGA et des avantages liés à leur adhésion. En outre, le futur chef d'entreprise n'a pas forcément le réflexe de s'attacher les services d'un cabinet d'expertise comptable avant ou pendant la phase de création ou lors de la reprise de l'entreprise. Compte tenu de cette situation, l'administration fiscale pourrait reconsidérer sa position et prévoir également pour ce cas de figure une exception. Enfin, ça revient sur nous à la même chose. Ça sera réglé par décret. Voilà, on fait les 3 questions. Les 3 questions ont exactement la même réponse. Ça sera réglé par décret et avant, ça sera réglé par l'information qu'on va vous faire d'ici la fin de l'année, conjointement donc avec le bureau contrôle fiscal pour les services. Ça veut dire que les choses peuvent évoluer positivement et nous gardons cet espoir. Et merci Papa Noël de Bercy. Donc, passage de l'entreprise individuelle à l'EIRL. Ce changement implique-t-il une nouvelle adhésion pour l'EIRL qui reste à l'IR et pour l'EIRL qui opte pour l'IS? Si oui, délai d'adhésion dans les 2 cas de figure. Alors, s'agissant de l'EIRL, on en a parlé ce matin et on vous a expliqué ce matin que le décret allait être bientôt publié et était en Conseil d'État. Il y a beaucoup de choses en Conseil d'État en ce moment, je vous le garantis. Que l'instruction, normalement, allait également suivre puisqu'elle était écrite en parallèle. Et nous, on vous a toujours dit qu'on écrirait sur l'EIRL à partir du moment où l'instruction serait rédigée par le bureau de la législation fiscale. Donc ce matin, après avoir entendu le débat, rentrant au bureau, j'ai téléphoné donc à la direction de la législation fiscale pour savoir si effectivement l'instruction était bien en cours de rédaction et bien éminente au niveau de sa parution. Donc ça m'a été confirmé. De ce fait, je leur ai demandé de ne pas nous oublier au niveau des associations agréées pour le URL. Et ainsi que je l'avais déjà dit, nous avons les réponses de la DLF. Et donc nous nous inscrirons dans l'instruction puisque nous avons déjà une idée de la suite.
Donc, pour le moment, on n'a pas de réponse à ces deux questions. Non, et d'autant que, malgré tout, s'agissant de l'EIRL, et puis on en a quand même pas mal parlé ce matin, on voit que l'EIRL, on veut lui donner une ampleur relativement importante, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit à la fois des professions, je dirais d'exercice libéral, mais à la fois des exercices aussi commerciaux, puisqu'on a vu ce matin que l'auto-entrepreneur, on pourrait lui donner la forme de l'EIRL en tant qu'obligatoire. Et là, ça peut quand même nous amener à une réflexion, c'est-à-dire que l'EIRL, faut-il qu'elle soit en tant que telle à une AA ou à un CGA, ou faut-il que suivant l'activité, elle soit à l'un et à l'autre? Et on voit bien que ça, c'est pas complètement défini, ça peut pas être défini par rapport au statut. Et ainsi qu'on l'avait dit également, c'est un sujet avec lequel on souhaitait travailler au bureau GF2B, à la fois avec des associations agréées et des centres de gestion agréés. C'est-à-dire qu'on voudrait travailler avec un grand centre de gestion, un petit centre de gestion, une grosse association agréée et une petite association agréée. De manière à ce que l'on sache et ce que l'on voit, si chacun y trouve son compte, parce qu'on voit bien que suivant les décisions qui sont prises, tout le monde n'y trouve pas forcément son compte. Donc là, on voudrait avoir l'opinion, je dirais, de ces quatre structures, ces quatre types de structures, et on souhaiterait travailler avec vous, donc avec certains d'entre vous, de manière à ce que la position qui soit prise finalement par l'administration vous convienne à tous. Donc, oui, vous avez envie que ça aille vite, mais je pense qu'on peut aller vite tout en le faisant bien et avec vous. Voilà. Donc, ça prendra peut-être 2 ou 3 mois de plus, mais si c'est pour qu'il y ait une adhésion de la part de vous tous, je pense qu'on aura atteint le but. Mais en attendant que les textes sortent, si on a des EIRL, des gens qui se transforment en EIRL, on les laisse adhérents et puis c'est tout. Voilà. Et puis de toute façon... On ne change rien dans l'immédiat. Non, parce que le problème, il sera réglé à partir du moment où on décidera qu'il faut aller à une association agréée ou à un CGA suivant le cas. On laissera un délai de toute façon pour régulariser. D'accord. Donc dans l'immédiat, ceux qui se mettent en EIRL, on les garde comme adhérents sur leur ancien numéro. On ne fait pas d'émission ni de nouvel adhérents. On les laisse comme ils sont. Voilà, je pense que même lorsqu'il y a OPSA, yes. Oui, je pense qu'à l'heure actuelle, la meilleure solution est malgré tout qu'une EIRL soit dans un organisme agréé. Donc après, on régularisera et puis voilà. Elles l'auront été pendant toute l'année, que ce soit une AA ou un CGA. Et en fait, c'est le but recherché. Merci beaucoup, c'est quand même un peu apaisant pour tout le monde. Au moins, on sait ce qu'il faut faire avec les EIRL qui doivent se développer.